Camille Dikoto est enseignante français dans les lycées et collèges du Bénin. Il est par ailleurs aussi psychopédagogue. Monsieur Dikoto, bonjour. Bonjour, M. Agoy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Nous allons évoquer avec vous la Plaisir. pertinence de cette décision du gouvernement qui interdit le renvoi des apprenants des salles de cours pendant les compositions pour non-paiement de frais de scolarité. Il y en a même qui poussent le courage un peu plus loin en confisquant les dossiers d'examen des apprenants parce qu'ils n'ont pas soldé justement les frais de scolarité. Le gouvernement a donc décidé d'interdire tout cela. Pour vous, vous dites que c'est une décision qui n'a pas beaucoup de pertinence. Pourquoi? Merci, M. Agoy. Je voudrais revenir un peu, si vous permettez. La loi 90-032 du 11 décembre 90, oui, modifiée par celle de novembre 2019 portant constitution de la République du Bénin, dispose en son article 8 que l'État assure, à l'alinéa 2 bien sûr, l'égal accès à tous les citoyens, à l'éducation, à la formation, tout ce que vous savez. Et ensuite, dans cette même loi, il est mentionné aussi à l'article 13 que l'État assure la gratuité progressive de l'enseignement public. À l'article 14, que l'État permet aux écoles privées laïques et confessionnelles d'ouvrir pour l'accompagner dans ce rôle d'éducation qui, en principe, est le rôle régalien de l'État. Mais comme on le reconnaît, l'État, à lui seul, ne peut tout faire. L'arrêté 046 portant règlement pédagogique des établissements secondaires généraux en République du Bénin, effectivement, a interdit que les enfants ou les apprenants soient désormais renvoyés en pleine situation de composition ou d'évaluation, c'est-à-dire pendant les devoirs surveillés ou les interrogations, et plus loin, pendant les examens, qu'ils soient départementaux ou nationaux. Et l'objectif, c'est de pouvoir garantir à tous les enfants le droit à l'éducation. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. On ne doit pas faire mal aux enfants dans des situations où on sait qu'ils sont vulnérables. Parce qu'un apprenant qui arrive à louper une interrogation ou un devoir surveillé, ce n'est pas évident que cela soit rattrapé dans les mêmes conditions. Donc, c'est déjà une difficulté. Même pour l'enseignant qui est chargé du cours et qui doit rattraper un devoir surveillé, c'est compliqué. Ce n'est jamais dans les mêmes conditions. Donc, je comprends parfaitement la décision des autorités. Ce rappel de la ministre Toyin Fodé qui, dans la circulaire 0633 du 2 avril, rappelle donc le respect des dispositions réglementaires par rapport au recouvrement des frais de scolarité. Soit dit en passant. Mais je pense que, par ailleurs, il faut voir la réalité en face. C'est quoi la réalité? Nous sommes d'accord qu'il faut garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants, oui, quelles que soient les conditions ou les situations. Mais voyez-vous, aujourd'hui, les établissements publics fonctionnent exclusivement sur les contributions scolaires. C'est-à-dire que le budget qui permet le budget de fonctionnement des établissements publics, c'est les contributions scolaires. C'est vrai qu'il y a... Il y a des subventions que l'État... oui, justement, voilà. Mais les subventions, c'est toujours les contributions. Parce que les subventions que l'État envoie, en réalité, ce n'est pas que l'État envoie des subventions un peu pour accompagner ou pour soutenir comme un bonus. C'est plutôt les droits de décollage des filles de la 6e en 3e que l'État prend en charge. Donc, je peux dire en griffe que c'est une dette que l'État vient rembourser à ces établissements-là pour leur permettre de fonctionner. Donc, ce n'est pas comme si on récupère la scolarité chez tous les enfants, que ce soit filles ou garçons, et que l'État envoie un bonus en complément comme subvention. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui est prévu normalement et qui devrait être payé par les filles que l'État envoie. Prend en charge, voilà. Et ce n'est que sur ces recettes-là que fonctionnent ces établissements. Et vous savez, il y a, comme je le disais, les contributions scolaires, il y a les produits scolaires. Ce que j'appelle produits scolaires, c'est les ventes de certificats de scolarité ou des livrets divers. Ce n'est que sur ces deux fonds que fonctionnent les écoles. Mais quand on regarde un peu les dépenses auxquelles font face ces écoles, on se demande si elles peuvent y arriver parce que justement les subventions dont nous parlions ne viennent pas toujours en intégralité en début d'année. Ça, c'est clair. Une partie vient et l'autre vient peut-être vers la fin de l'année. Mais quelles sont les charges au fait les charges, j'allais en parler. Il y a d'abord les charges qui sont catégorisées par chapitre. Il y a le chapitre Z qui concerne les constructions et les investissements qui doivent être, évalués à 33% du budget. Qui prend ça en charge?
c'est l'établissement qui prend en charge. C'est l'établissement qui construit les salles de Bon, classe. pas toutes les constructions de salles de classe, mais il y a des investissements qui se font aussi, qui reviennent directement à l'établissement. Parce que lorsqu'il y a par exemple une réfection de salle à faire, lorsqu'il y a une réfection de laboratoire, ou un travail, ou des bancs à arranger, l'école ne va pas attendre que ce soit l'État qui vienne le faire. Donc il y a ces, dépenses journalières ou bien ordinaires, que l'établissement prend en charge. Ensuite, il y a le budget du fonctionnement qui doit couvrir les devoirs surveillés, l'organisation des devoirs surveillés. Les autres, c'est les paiements du personnel et primes. Et quand je parle du paiement du personnel, il y a les agents de soutien. Il y a les secrétaires peut-être, les agents de sécurité, les gardiens, que l'établissement est là. L'établissement prend en charge ceux qui ne sont pas agents de l'État. Il y a des personnes qui sont recrutées localement, au niveau local. Et vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, le SMIC n'est plus à 31 500. Il est allé au-delà. Et du coup, ça fait que les établissements ont encore plus de charges aujourd'hui par rapport à hier. Et ces charges leur reviennent exclusivement. Ce n'est pas comme s'il y a de l'argent quelque part qu'ils peuvent aller prendre. C'est l'établissement qui prend en charge toutes ces dépenses-là. Mais ce sont des charges qui ne sont pas forcément des charges qui sont régulières. Non, mais ce n'est pas fini. Il y a les PP, il y a les primes des PP, les primes des AE. Et lorsqu'ils font des conseils aussi, les déplacements sont assurés toujours dans le budget de l'établissement. Maintenant, on regarde toutes ces réalités. Lorsqu'il y a des manques à gagner, c'est-à-dire que la contribution, je suppose, pour une année X, ce qui devrait normalement entrer dans les caisses de l'établissement au regard de l'effectif, c'est 5 millions. Et que l'école n'arrive à récupérer que 2 millions. Les 3 millions qui restent, ça pèse sur le fonctionnement de l'établissement. Parce qu'il n'y a pas une autre source de revenus. Et c'est là la grande difficulté. Et puis, l'arrêté ne concerne pas uniquement les établissements publics. Il y a les privés qui sont concernés. On parlera des privés tout à l'heure, mais concentrons-nous déjà sur le public. Vous avez énuméré les charges, etc. Je ne vois pas en quoi est-ce que, mettons, l'arrêté dérange la gouvernance au sein des établissements aujourd'hui et qu'il soit vraiment embêtant au point qu'on dise que ce n'est pas pertinent. Vous savez, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Oui. Lorsqu'il n'y a pas une mesure coercitive, ça pose problème. Aujourd'hui, et là, quand cette note a été divulguée, je dis, dans les établissements aujourd'hui, en fait, je ne défends pas X, je ne défends pas Y, mais je pense que dans les établissements aujourd'hui, de plus en plus, on remarque que entre parents et administration, le courant ne passe plus trop bien. Et on sait, par le passé, qu'il y a eu des comportements d'indiscipline d'apprenants soutenus par leurs parents contre les autorités de certaines écoles. Et lorsque de ces genres de notes ou d'informations sont publiées sur la toile, parfois ça donne un peu plus de rondeur. Je veux parler de cran aux apprenants qui se disent que tout leur est désormais permis. Mais n'oubliez pas que dans le même arrêté 046, il est mentionné, si vous permettez, à l'article 29, que tous les élèves sont astreints au paiement de la scolarité. Alinéa 2. Les nouveaux élèves donc de la 6e doivent payer en intégralité la scolarité avant d'être admis à l'école. Le 3. Les anciens élèves doivent payer l'intégralité au plus tard la fin du premier trimestre de l'année en cours. Les choses sont claires. Mais est-ce que cela est respecté? Justement, cela n'est pas respecté. Si cela n'est pas respecté, c'est de la faute des responsables des établissements. Non, Si vous envoie quelqu'un, un nouvel élève, on veut l'inscrire, vous faites lire, je dois dire le document aux parents d'élèves. S'il n'a pas versé, il s'en va avec son enfant. Ce n'est pas la peine de le garder et de dire après on va réclamer progressivement. On vous dira le droit à l'éducation. On vous dira le droit à l'éducation. Parce qu'en réalité, c'est ça. J'ai comme l'impression que ces deux articles-là s'opposent. Comment ça? Oui, parce que dans le précédent, le 29, on demande que tous les apprenants aient soldé, par exemple les anciens aient soldé à la fin du premier trimestre. Un apprenant qui n'a pas soldé. Oui, on le renvoie. Que vous avez renvoyé, qui allait rester à la maison tout le temps. Et puis arrive le moment des devoirs surveillés, il se présente. Et l'arrêté dit, en son article 30, qu'on ne peut renvoyer aucun apprenant pendant les devoirs. Vous faites comment? Oui, on le laisse composer. Et justement, c'est des manques à gagner parce que... Il a les zéros pour les interrogations. Non, mais même pour les évaluations spontanées. Non, mais même pour les interrogations spontanées, l'arrêté dit qu'il ne faut pas renvoyer en situation d'évaluation. Oui.
Mais quand c'est spontané, ce n'est pas programmé, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir justement, mais il n'est pas là. Oui. Mais là encore, c'est un problème. Comment? Parce qu'on parle du droit à l'éducation. Et quand je me limite aux devoirs surveillés, Oui. qui sont programmés, que les enfants connaissent à l'avance. Et il peut venir. Lorsqu'il vient Oui. et qu'il compose, lorsqu'en fin d'année, il a glané des notes ça et là, et qu'il a pu obtenir 10. Il ne peut pas obtenir 10. Non, mais c'est possible. Quand il y a deux notes d'interrogation à avoir, peut-être qu'il n'a pas avoir et qu'il n'a pas du tout été au cours pendant tout ce temps, les apprenants, ça va être compliqué d'avoir la moyenne. Entre eux sont toujours solidaires. On a beau demander aux responsables de classe de mettre dehors ceux qui ne sont pas à jour de leur scolarité, mais il y a toujours des ibeurs qui arrivent à feinter toutes les stratégies mises en place pour, filtrer les indélicats et qui arrivent à entrer en salle. Et parfois, c'est au corps défendant du responsable de classe. Parce que lui, devant ses camarades qui parfois sont plus âgés que lui, il est impuissant. Et donc, je trouve qu'il ne s'agit pas de dire... Parce que là, quand je lis l'article 30 qui dit « Aucun élève ne peut être renvoyé ou empêché de prendre part aux examens pour non-paiement », et là, je suis d'accord là-dessus, vous l'avez parlé en entame, on ne peut pas confisquer le dossier d'un apprenant. Parce qu'il n'a pas soldé. Non, parce qu'il n'a pas soldé. Je suis foncièrement contre cette méthode. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qui se passe ne doit pas relever d'une simple décision. Cela doit plutôt relever d'une collaboration collégiale. Avant de venir aux solutions, parlons des cas du privé. En principe, les privés aussi ne devraient pas être gênés par cette décision. Et pourquoi? Parce que justement, ils sont relativement, je ne vais pas dire dans le commerce parce que ça ne reflète pas exactement le mot. Non, mais on a l'impression... C'est des gens qui gèrent des... Docteur Agoï, on a l'impression que les privés... Je ne suis pas promoteur de privé. Oui. Je suis intervenu dans des établissements privés et j'ai vu un peu comment ça fonctionne. J'ai connu des établissements privés qui avaient des dettes, qui ont connu des dettes ou qui avaient des manques à gagner de plus de 5-10 millions. Pourquoi? Parce que justement, les apprenants ou les parents n'ont pas pu solder les frais de scolarité jusqu'à la fin de l'année. C'est pas la faute aux parents. Non, mais vous avez mis en place... Non, mais justement, aujourd'hui on dit qu'il ne faut plus renvoyer en l'emporte-pièce. Oui. On dit qu'il faut privilégier ou prioriser le droit à l'éducation. Je suis d'accord. Mais quelle stratégie on met en place pour accompagner ces établissements-là? Parce que quand c'est dit comme ça, c'est que les parents, ils s'en lavent les mains. C'est que les autorités s'en lavent les mains. Et le poids est porté par les responsables, aussi bien des écoles privées que des écoles publiques. Et je vous dis, quand vous avez une dette de 15 millions, de 10 millions ou de 5 millions à la fin de l'année, vous faites comment? Et ces apprenants-là, qui parce qu'il reste devoir, les parents trouvent les stratégies pour les transférer. C'est l'établissement qui perd. Et dit que les établissements privés ne sont pas accompagnés tel que le prévoit. Aujourd'hui, c'est pas facile de transférer son enfant d'un établissement à un autre, non, mais sans vraiment l'aval de l'établissement qui libère. Non, mais on négocie toujours. Mais là, c'est la faute justement au chef d'établissement. Non, mais le chef ne gère pas toujours. Oui. Le chef ne gère pas toujours tous les aspects de fonctionnement d'une école. Revenons au principe du test. Non, j'allais finir avec ce détail. Quand vous êtes nouvel élève, vous Oui. payez tout, vous ne commencez pas. Si un chef d'établissement fait ça ou un promoteur d'établissement privé fait ça, on ne peut pas le laisser en justice. Parce un parent, monsieur Agoï, Oui. vous êtes directeur d'établissement. Oui. Un parent qui vient vous voir en début d'année. Oui. Il coule toutes les larmes de son corps. Oui. La scolarité, c'est peut-être 150 000, je n'en sais rien. Il vous dépose 50 000. Oui. Il se couche même par terre. Il se lamente. Oui. Et il promet, sur engagement que vous lui avez fait signer, que dans un mois, il revient pour le complément. Dans un mois, il ne vient pas. Dans 2, il ne vient pas. Vous renvoyez l'enfant, il revient pour pleurer. Vous renvoyez l'enfant, il ne vient pas, il ne se présente pas. L'enfant reste à la maison quelques jours. L'apprenant revient. Il vient supplier. Vous voyez, parfois, les chefs d'établissement... Vous avez un choix à faire dans ce cas. Je suis d'accord, mais... Oui. Soit être sensible à toutes ces démarches. Non, mais ce n'est pas de la sensibilité. C'est qu'au-delà de la sensibilité, vous voyez le droit à l'éducation. C'est de la sensibilité. Le droit doit être assuré, et vous l'aviez rappelé. Et s'il en est ainsi la Constitution demande à l'État d'assurer ce rôle. Ce n'est pas au privé
d'être sensible justement, je dois dire, mais ce n'est pas que dans les privés, même dans les publics, les gens sont sensibles. Jusqu'à un certain niveau, les gens sont sensibles. Et c'est justement pour ça qu'on peut laisser les apprenants venir composer. C'est justement pour ça qu'on peut laisser les apprenants venir suivre les cours. Parce que si vous n'avez pas suivi le cours, vous n'êtes pas efficace en évaluation. À la composition. Voilà. Maintenant, je dis, pour les privés, de loin, on a l'impression que les privés sont riches. Ah ben, les salaires des anciens, mais vous ne vous imaginez, non mais ce n'est pas vrai. Enfin, vous ne vous imaginez pas, vous ne vous imaginez pas, monsieur Agoyi. Non, vous ne vous imaginez pas le poids ou les charges qui pèsent sur les privés. Comme je l'ai dit, je ne suis pas promoteur d'établissements privés, mais je pense qu'il y a déjà les charges liées au paiement du personnel. Et les enseignants, si vous êtes un privé et que vous employez 100 enseignants, c'est vous qui payez les 100 enseignants. Oui. S'ils sont payés 2500 ou 3000 de l'heure, c'est vous qui prenez cela en charge. L'électricité, l'eau, c'est vous. Les autres frais liés aux dépenses statutaires, c'est encore vous. Le paiement du personnel, c'est vous. Et quand je parle du personnel, ce n'est pas que le personnel de soutien. Le chef d'établissement, le censeur ou les censeurs, les surveillants, tout cela, c'est à la charge de l'établissement. Et l'article 14 de la Constitution a proposé que l'État puisse accompagner les établissements privés. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les subventions qui devraient être allouées... Non, mais si la Constitution... Mais qui est garant de la... Non, mais qui est garant de la Constitution? Monsieur Agoyi, permettez-il sur le gouvernement ou sur les gouvernants pour avoir l'assistance que la Constitution impose je dois dire, à l'établissement de leur apporter. Ça, c'est l'essentiel des questions à se poser. Oui. Si le citoyen doit faire pression sur l'État, qui lui-même a décidé de prendre une décision qui est notre Constitution, ça pose un problème. La dette est quérable. Parce que la Constitution... Non, mais la Constitution, c'est l'État qui est garant de la Constitution, du respect des différents articles de la Constitution. Donc, on demande aux citoyens de courir derrière l'État. Pour que ce qui est normal se fasse, ça pose un problème. Peut-être le citoyen peut faire des réclamations, ça se fait. On porte aujourd'hui des recours vers la Cour constitutionnelle, mais ce n'est pas l'ordre normal des choses. C'est quand il y a bémol, c'est quand il y a mal donne qu'on peut le faire. Mais demandez aux établissements privés. Et les gens n'ont de cesse de le dire. Les gens n'ont pas cessé de le dire. Ah oui? Que l'article 14... Monsieur Agoyi, là, vous me donnez l'occasion de le dire. Je vous le dis sur le champ. Moi, j'ai fait beaucoup de démarches, par exemple, vers les établissements privés pour venir se prononcer sur, ne serait-ce que cette décision, mais j'ai bavé tout le temps. Oui, mais ils sont pas prêts à parler. Vous avez mal, vous ne voulez pas parler, vous avez peur de parler. Oui. Mais vous savez pourquoi les gens ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? C'est pas à moi de le dire. Bah, d'accord. Mais vous savez pourquoi les gens ne parlent pas? Je ne sais pas. Parce que, non, mais ce n'est pas, comment dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un mal africain. De ne pas parler. Non, c'est un mal. Non, mais c'est un mal africain, justement. De ne pas parler quand on a mal. De ne pas être en mesure de parler, même quand ça ne va pas. Allez, quelle solution aujourd'hui, fondamentalement, par rapport à ce test? Parce que, quelque part, enfin, on est d'accord sur quelques aspects. Il ne faut pas renvoyer pendant les devoirs, il ne faut pas confisquer le dossier d'un apprenant, mais il faut quand même bien que les établissements survivent et fassent face aux charges du quotidien. Alors, comment on fait? Je pense que, d'abord, il faut commencer par organiser la pré-rentrée des parents d'élèves de façon formelle. Quoi? Ils vont retourner sur les bancs? on va pas leur faire subir ce supplice. Très difficile. Non, mais la pré-rentrée des parents, ce serait l'occasion de remettre les parents au cœur du processus de suivi éducatif de leurs enfants. Les pré-rentrées s'organisent dans les établissements privés, confessionnels, et ce n'est pas toujours le cas dans les publics. Ouais. Pour les enfants, oui. Pour les enseignants, oui. Mais pour les parents, ça doit commencer. Pour que chaque parent soit informé de façon formelle sur son engagement par rapport au règlement de la scolarité. Première chose. La deuxième, on peut programmer ou prévoir des dispositions qui permettent aux parents de faire des paiements anticipés. Comment? Vous savez, quand la rentrée commence, parfois les parents sont en train de courir dans tous les sens. C'est compliqué. Et nous n'avons pas la culture de l'anticipation ou de la prévoyance. Donc, permettre par exemple aux parents, pendant l'année en cours, de commencer déjà par déposer ou par mettre quelque part auprès de l'établissement, je n'en sais rien,
la scolarité pour l'année qui est en train de venir. Par exemple, à partir du mois de juin. On va créer des mutuelles. mutuelles. Non, pas des mutuelles, mais à partir du mois de juin. Scandale parce que la mauvaise gouvernance est génétique chez nous. Hein. Quand il y a un peu de sous quelque part, il faut forcément qu'on. Il faut éduquer les autorités. Et je pense que l'État est dans cette dynamique. Non, il faut éduquer et rendre les gens suffisamment responsables. Il ne faut pas toujours penser que les gens vont mal gérer. Ils vont toujours mal gérer. Non, monsieur Agoy, il faut les mettre à l'épreuve d'abord. Et aujourd'hui, les lois existent chez nous. Si vous gérez mal, vous subissez les rigueurs de la loi. Et chacun le sait. Oui. Et donc, à partir de juin, par exemple, on peut ouvrir un registre dans les écoles publiques et demander aux parents, puisque l'année est terminée, de commencer, voilà, petit à petit, si c'est 20 000, 30 000, 10 000 que vous trouvez, venez déposer moyennant un reçu. Là encore, vous ne les verrez pas. Ils vont attendre. Non, mais il faut le dire d'abord. Non, il faut le dire. Je sais que le quotidien ne permet pas toujours aux gens de penser à cela, de se libérer. Mais il faut que l'État puisse ouvrir la possibilité aux parents. Parce qu'il y en a qui ont envie de se libérer par rapport aux frais de scolarité déjà pendant les vacances. Il faut le formaliser puisque vous l'avez dit. Non, mais puisque vous venez de le dire. Oui. Si on ne le formalise pas et que INS, à tout contournant, peut le faire au vu et au su de tous, et que Y à Porto Novo ou à Djara peut le faire sans que personne ne soit informé, ça peut poser problème dans le futur. Donc, que ce soit formel, que ce soit officiel, une décision officielle. Et les parents d'élèves savent désormais qu'à partir de juin, on peut déjà déposer une partie de la scolarité. Et encore que, vous savez, la scolarité dans les publics, c'est 15 000. Ça ne coûte pas les yeux de la tête en milieu urbain. Mais en milieu rural, ça peut coûter même les yeux de la tête. Et c'est justement pour ça que ce n'est pas le même montant partout. Dans certaines zones de notre pays, c'est 12 000. Oui, donc, voilà, il y a un réajustement qui a été fait. Et donc, permettre aux gens de payer un peu plus tôt. L'association des parents d'élèves peut aussi être mise à contribution. Et la dernière proposition, je pense que l'État doit penser à subventionner. L'État doit penser à aller au-delà de la prise en compte de la subvention des scolarités pour les filles. Si l'école peut progressivement, tel que le prévoit l'article 13 de la Constitution, peut progressivement devenir gratuite, ça va permettre à ces parents-là, qui n'ont vraiment pas les moyens, parce que c'est 15 000, on pense que ce n'est rien. Mais pour certains parents, c'est déjà une fortune. Et donc, si on peut tendre vers cette gratuité progressive, dans les milieux où on sait que c'est des zones déshéritées, ou des zones où les gens ont de la difficulté à payer 5 000 ou 10 000, je pense qu'on aurait résolu un tant soit peu le problème. Donc, que l'État prévoit des mesures d'accompagnement au lieu de décider qu'on ne renvoie plus. Camille Eddy Koto, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. C'est un plaisir. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on marque une pause rapidement. On revient pour le débat.